Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Au musée de Shanghai, voilà qu'on utilise une caméra 3D afin de pouvoir examiner cet objet unique dans les moindres détails. Puis, à partir des images recueillies, sera créée une représentation 3D haute définition. Ainsi, pourront être révélés des détails qui ont été jusqu'alors négligés ou qui étaient tout simplement impossibles à voir. Le grand ding de Ke est l'objet le plus précieux du musée de Shanghai. Bien que haut de 93,1 cm pour un diamètre de 75,6 cm et un poids de 201,5 kg, ce n'est pas juste ses dimensions ou sa beauté antique qui le rendent exceptionnel, mais plutôt les inscriptions qu'il porte gravées à l'intérieur. Des écrits qui nous parlent de la dynastie des Zhou, vieille de 3000 ans. Ce livre de bronze commence par un panégyrique. Mon grand-père était un homme honorable et un homme de lettres accompli. Il était de plus d'un caractère doux, bienveillant, désintéressé, calme, simple et avisé. Le roi de Zhou venait en fait d'attribuer un poste officiel à un certain noble du nom de Ke, une récompense due au service rendu au roi par le grand-père de ce dernier. À l'époque, il faut savoir que les postes officiels se transmettaient de père en fils. Aussi était-il courant que les descendants fassent graver des louanges à leurs aïeux sur des objets de bronze. Ce genre d'habitude faisait partie des rites à accomplir. Sous la dynastie des Zhou, les ding étaient les objets rituels les plus importants. La maison royale ainsi que la noblesse avaient alors coutume de graver les événements importants sur des cloches ou des dings de bronze. Aujourd'hui, ces objets sont donc de véritables livres donnant de précieuses informations sur l'Antiquité chinoise. En effet, grâce aux 290 idéogrammes de style bronze gravés sur les parois intérieures du ding de Ke, on en sait désormais davantage sur la dynastie des Zhou. Le roi dit « Je te fais don de ces vêtements rouges, de ces terres en friche, de ces terres labourées et de ces esclaves pour les travailler. » Ce texte parle donc de la fonction publique, des rites ainsi que du système foncier de l'époque. Outre la grande valeur historique de l'objet, la calligraphie du texte est en soi exceptionnelle. L'art du bronze de la dynastie des Zhou permet à ce style calligraphique de nous émerveiller encore aujourd'hui. Les 290 idéogrammes gravés sont clairs et parfaitement agencés. Le style de calligraphie est tout à fait emblématique de la dernière période de la dynastie des Zhou. Le texte finit par une prière. Que la bienveillance du Fils du ciel et la bonté de mes aïeux soient partagées par mes descendants pour des siècles et des siècles. Néanmoins, rien n'est jamais éternel. Et peu après la fabrication du ding de Ke, la dynastie des Zhou sombra dans le chaos. S'ouvrait alors la période des printemps et automnes. Aussi est-il peu probable que les descendants de Ke aient continué à jouir d'un statut privilégié. Une fois que la Chine fut unifiée sous la dynastie des Qing au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un nouveau style de calligraphie remplaça le style bronze. Puis, avec la dynastie des Han, en 206 avant Jésus-Christ, ce fut au tour des ustensiles en bronze de disparaître peu à peu. Ce n'est qu'en 1890, dans une crypte, quelque part dans la province du Shanxi, que fut découvert le ding de Ke. On put alors connaître l'histoire de Ke. Un homme qui vécut il y a plus de 2000 ans, les accomplissements de son aïeul, les avantages que la famille en avait retirés, ainsi que son espoir de voir éternellement retomber cet honneur sur les générations futures. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
La scène est cruelle. Un tigre mord de toutes ses forces l'arrière-train d'une bufflonne. Même si cette dernière a de grandes cornes pour se défendre, elle endure sans réagir et le tigre persiste. L'issue ne fait aucun doute, mais la bufflonne veut avant tout protéger son petit qui se cache sous son flanc. Cet objet reflète les aspirations de ces anciens Chinois qui vivaient il y a plus de 2000 ans dans le royaume de Dian, l'actuelle province du Yunnan. Le royaume de Dian dura presque 500 ans, entre la période des royaumes combattants et la dynastie des Han, autour de 100 avant Jésus-Christ. Même si très peu de textes évoquent ce pays mystérieux, les objets de bronze qu'il nous a laissés peuvent nous aider à lever un coin du voile. Cette tablette de bronze était destinée à porter des objets rituels lors de cérémonies sacrificielles. Il s'agissait en fait d'un objet sacré permettant de communiquer avec les esprits. Un objet censé représenter leur concept de vie et de mort. La mort entraîne une nouvelle naissance et la vie se métamorphose sans cesse. C'est une ode à la vie, un désir de profusion, un respect absolu des forces surnaturelles. Nous sommes en présence d'un sentiment profond, d'une pensée abstraite qui s'exprime ici de façon à la fois simple et cruelle. Plusieurs centaines d'années ont passé et les bronzes du royaume de Dian ne sont déjà plus sur les autels. Voici une boîte à coris de la dynastie des Han occidentaux, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous retrouvons ici un buffle et un tigre, mais l'issue du combat est tout autre. L'un des buffles a transpercé la cuisse du tigre d'un coup de corne, il est visiblement furieux. L'autre fait son possible pour empêcher le tigre de fuir. Dans l'arbre, nous voyons 2 petits singes effrayés, ainsi qu'un oiseau qui s'enfuit à tire-d'aile. Parmi tous les bronzes que nous a laissés le royaume de Dian, cette boîte à coris est unique. Elle était utilisée par la haute noblesse pour y ranger des coris, la monnaie de l'époque. L'artisan qui a fabriqué cette boîte à coris devait certainement être un observateur avisé de la nature. Cette scène qui illustre la loi du plus fort peut aussi se comprendre comme une métaphore de la société des hommes. Néanmoins, un buffle intrépide a toujours la possibilité de mater le plus redoutable des fauves et, qui sait, cette représentation est peut-être à l'image du possesseur de la boîte. Le temps passant, les boîtes à coris se mirent à représenter des scènes de la vie réelle. Des rituels, des batailles, des parties de chasse. Mais plus qu'un aperçu du quotidien dans le royaume de Dian, nous avons là une représentation de l'exercice du pouvoir par la noblesse de l'époque. Au début, les rois de Dian souhaitaient quérir la protection des esprits, mais après des centaines d'années, leurs descendants étaient devenus des souverains pleins d'assurance et d'orgueil. Environ une centaine de boîtes à coris de ce type ont été retrouvées sur l'ensemble de la province du Yunnan. Elles démontrent avec clarté que les thèmes représentés ont évolué avec le temps, passant du spirituel au profane. C'est sous la dynastie des Han orientaux que le royaume de Dian connut sa fin vers 109 après Jésus-Christ. Ces récipients de bronze tombèrent alors dans l'oubli. Pourtant, encore de nos jours, dans les campagnes et les montagnes du Yunnan, le rythme des tambours et la gestuelle des danses de certaines ethnies locales sont toujours empreints de cette vitalité des temps passés, simple mais féroce. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. La cruche au lotus et à la grue. Visiblement,
ce récipient de bronze ne pouvait porter d'autre nom. Alors que la grue déploie ses ailes, les éclaboussures d'eau font trembler les pétales du lotus, autant de vibrations qui n'ont cessé de résonner à travers les millénaires. Nous sommes à l'apogée de l'âge du bronze. Lors des rituels, cette grosse cruche en bronze contenait de l'alcool. La base est soutenue par 2 animaux fabuleux tirant la langue. Le ventre de la cruche est également flanqué de 4 divinités animales. Enfin, le col est pourvu de 2 anses en forme de dragon. Même si cela fait des millénaires que cette cruche n'a pas contenu d'alcool, son âge abyssal nous enivre avec la même force. Ce récipient est donc emblématique de l'âge du bronze en Chine et les bêtes hideuses qui l'accompagnent sont destinées à créer l'effroi. À cette époque, les récipients de bronze étaient l'un des attributs du pouvoir politique et servaient principalement aux cérémonies sacrificielles, d'où la nécessité d'une apparence inspirant la crainte. Ainsi, des animaux agressifs comme les serpents ou les tigres se voyaient adjoindre des éléments imaginaires tels que des ailes ou des yeux protubérants. Ceci donna naissance à une imagerie populaire faite de dragons sans cornes entrelacées ou d'animaux fabuleux ailés et cornus. Au début, ces représentations sortaient de l'imagination des artisans. Mais par la suite, on en fit des modèles à recopier pour décorer les objets de bronze et les rendre effrayants. Le but final étant de montrer à tous la position sociale et le prestige de celui qui les possédait. Néanmoins, dans l'exemple qui nous préoccupe, au-dessus du bestiaire attendu, voilà qu'apparaît un tout autre monde. Au beau milieu d'un lotus en fleurs, une grue est sur le point de prendre son envol. Le récipient fut découvert dans la tombe du roi de Zheng, un royaume de la haute antiquité par ailleurs joliment décrit dans le livre des Odes. Sur ces montagnes poussent des mûriers, dans ces marais fleurissent des lotus. Le poème décrit ensuite un garçon et une fille batifolant en toute insouciance dans un coin de nature. Il se peut que ce soit justement cette atmosphère insouciante qui ait poussé l'artisan à orner sa pièce de bronze d'un lotus et d'une grue, une représentation exquise qui fait complètement oublier la lourdeur symbolique de l'objet. Plus tard, à partir de la dynastie des Han, le bronze disparut peu à peu au profit du fer, de la laque et de la porcelaine. Mais les thèmes du lotus et de la grue n'allaient pas s'arrêter de sitôt. Le lotus, parce qu'il sort immaculé de la vase, a conquis les poètes qui en ont fait un symbole d'intégrité morale. La grue, parce qu'elle plane entre le ciel et la terre, n'a cessé d'apparaître dans les légendes comme messagère entre l'ici-bas et l'au-delà. Mais durant la période des printemps et automnes, la symbolique de la grue n'en est qu'à ses débuts et le profane de l'époque ne voit là qu'un ornement en forme d'oiseau. Mais il suffit d'un oiseau pour rendre léger le plus lourd des récipients. Avec cette cruche, on s'éloigne donc de la gravité des époques antérieures. Il semble souffler comme un vent de renouveau. Nous avons ici une synthèse de l'ancien et du nouveau, un passage entre la dynastie moribonde des Zhou occidentaux et celle, prête à naître, des Zhou orientaux. La grue, les ailes déployées, a le regard tourné vers le ciel, vers les 2000 ans qui viennent. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Cet ensemble en bronze est emblématique de la technique dite de la cire perdue. Pour les artisans du bronze, il s'agit même d'une œuvre indépassable. On peut voir que l'objet est extrêmement chargé de motifs serpentins fourmillants et de dragons sans cornes. Mais la découverte du Tsunpan déclencha une controverse. Comment est-ce qu'un objet aussi sophistiqué aurait-il pu être réalisé il y a plus de 2000 ans? Le mystère fut finalement résolu grâce à un artisan qui, après 20 ans d'essai, réussit à le reproduire à l'identique grâce à la technique de la cire perdue. Cet homme, du nom de Huang Jinzhou, faisait partie de l'équipe qui a découvert le Tsunpan. 当时完全是凭兴趣吧，石蜡法没人做，我开始就顺着这，我来搞石蜡法，看是怎么样。这么多年，我现在记不清了，这是有几十次的。开始就不是石膏嘛，它只能搞一个大概几何形状，印刻，是吧？刻成一个佛雕的那一个石膏模型。定型了才开始在研究这个纳模。Pour passer du moule en plâtre au moule en cire, Huang Jinzhou utilisa le gel de silice. Pour le reste, le principe de fabrication fut identique à celui utilisé par les artisans de l'Antiquité. 所以我感觉到这个石蜡法，我们老祖先那智慧是太大了。我每次做的时候，我就想，我说你2000多年前，我现在用的这些工具都是什么电呐、什么裸体啊，那就不一样。那个时候他们是怎么做的？真是非常艰难。我每次做一回的，我对我们老祖先那这真是叫做佩服着、崇拜着这五体投地的，是那样的。À cette époque, il n'y avait bien sûr pas de machine-outil, d'où l'impossibilité de travailler directement le bronze. Il fallait donc un matériau intermédiaire, la cire de paraffine. En effet, sur ce type de matériau, il était enfin possible de graver des motifs complexes. La technique de la cire perdue était née. Après avoir réalisé le moule en cire, il faut le recouvrir de 3 couches de sable quartzeux afin de former une enveloppe extérieure bien dure, une opération qui dure 2 jours. Puis, il faut faire cuire le moule dans un four, une étape tout à fait cruciale. Si l'on appelle cette technique la cire perdue, c'est qu'elle fond durant la cuisson, laissant derrière elle les motifs entrelacés destinés à être remplis de bronze. Et voilà que le bronze fondu s'écoule le long de cet entrelac invisible imaginé par l'artisan, envahit tout peu à peu et finit par se solidifier. Il ne reste plus alors qu'à casser la gangue pour voir apparaître l'objet tant espéré. Juste pour fabriquer cette petite partie du Tsunpan, et même en utilisant un outillage moderne, 1 mois entier a été nécessaire pour atteindre la perfection. Nous ne pouvons que nous émerveiller de l'imagination et de la volonté qu'il a fallu aux artisans de l'époque pour parvenir à fabriquer un objet d'une telle complexité. Un chef-d'œuvre de bronze qui, 2000 ans après sa création, n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
C'est l'histoire de deux glaives. L'un représente la victoire, l'autre la défaite. Le premier appartenait au roi de Yue, Go-Chen. Le second à son ennemi juré, le roi de Wu, Fu-Chai. En Chine, l'expression « laissant l'âme du souverain » désigne le glaive. La lance frappe l'ennemi à distance. Le poignard entaille de façon désordonnée. Le bâton n'est utile que pour estourbir les faibles. Par contre, le guerrier véritable portera le glaive et attendra patiemment que l'ennemi soit suffisamment prêt. Il frappera alors de façon décisive pour s'assurer de la victoire d'un seul coup de lame. Toujours frapper le fort, ne jamais maltraiter les faibles, savoir endurer. Ce sont les qualités d'une fine lame et l'idéal du vrai chevalier. La dynastie des Han a produit de nombreux bas-reliefs représentant des figures de chevaliers. Yuzhang, le justicier. Juanzhu, le héros solitaire. Jia, le preux à la parole d'or. Jinke, le colérique. Autant de chevaliers qui n'ont jamais tourné leurs armes contre un faible. Et lorsqu'ils sortaient la lame du fourreau, même les plus grands seigneurs se mettaient à trembler. Mais retournons à présent aux deux guerriers qui nous intéressent, Go-Jian et Fu-Chai. Il faut dire que Fu-Chai n'avait rien d'un perdant. Son propre père avait été tué par Go-Jian, et c'est sa volonté de revanche qui l'avait poussé à déclencher la première guerre contre le royaume de Yue. À l'issue d'une victoire éclatante, il avait réussi à encercler le roi de Yue dans les monts Kuaiji. Acculé, Go-Jian n'eut d'autre choix que de travailler comme simple garçon d'écurie. Ce n'est qu'après 3 longues années de ce labeur d'esclave que Fu-Chai lui rendit sa liberté. Alors, pour ne jamais oublier ces années d'humiliation, Go-Jian décida de continuer à dormir sur une paillasse et à goûter régulièrement la bile d'une vésicule pendue au-dessus de sa couche. Enfin, un jour, se présenta une opportunité de vengeance. Alors que Fu-Chai était engagé dans une campagne militaire dans le nord, Go-Jian attaqua par surprise la capitale des Wu. Son coup de glaive s'avéra mortel. C'est au pied des remparts de la ville que Fu-Chai rendit les armes. Après avoir demandé grâce en vain, ce dernier fut donc contraint de périr de sa propre main. Le roi victorieux a le privilège de porter les glaives les plus beaux. Ici, le forgeron utilisa les meilleurs matériaux et polit soigneusement chaque recoin de la surface. De l'étain fut fondu pour l'orner avec des motifs en forme de losange. Le manche du glaive fut serti de turquoise. Quant à la base du manche, elle comporte 11 cercles concentriques qui frisent la perfection et qui seraient difficilement réalisables aujourd'hui, même avec nos machines-outils numériques. Par la suite, Go-Jian annexa le royaume de Wu, devenant ainsi l'un des 5 grands hégémons de la période des printemps et automnes. Lorsque ses ambitions de conquête furent enfin réalisées, il comprit qu'il était primordial de savoir endurer les épreuves. Alors que ses troupes acclamaient son nom et que son ennemi juré n'était plus que poussière, Go-Jian pensa probablement qu'il lui fallait un glaive digne de ce nouveau statut pour intimider tous ceux qui avaient des velléités de complot. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Tout au long de ces 23 siècles d'existence, cette plaque de bronze a été brûlée, tordue, cabossée. Pourtant, ses incrustations d'or et d'argent sont toujours aussi claires.
Il s'agit du plan architectural le plus ancien que l'on ait jamais découvert, le projet d'un mausolée pour le roi Zuo, le souverain du royaume de Zhongshan. Nous voici en pleine période des royaumes combattants. Aucune annale historique n'a jamais mentionné son nom. Seul ce récipient de bronze nous le révèle. L'inscription gravée sur son flanc nous raconte en effet comment le roi Zuo a maté les troubles qui étaient survenus dans le royaume de Yan. Ce récipient même aurait été fabriqué à partir du bronze faisant partie du butin de guerre. Le royaume de Zhongshan correspond à peu près à la partie sud de la province du Hebei actuelle. Comme le petit royaume se trouvait entre deux voisins puissants, ses frontières étaient bien gardées. L'idée du roi était de construire un mausolée ressemblant à un palais avec un axe central et orienté vers le sud. La plaque de bronze sur laquelle est dessiné le plan mesure 96 cm de long sur 48 de large. En somme, un billet d'entrée pour le ciel. Nous y trouvons l'agencement du mausolée, les structures, les surfaces de chacune des 5 salles principales, le tout mesuré en pouces et en pieds. Le plan a été dessiné suivant une échelle de 1/500 très précisément. L'on peut y voir l'habileté remarquable de l'architecte à représenter la disposition de l'ensemble à partir d'un point de vue entièrement aérien. Malheureusement, peu après la construction des tombeaux du roi et de la reine, le royaume de Zhongshan s'écroula et ce rêve grandiose ne fut jamais réalisé. Aujourd'hui, le royaume de Zhongshan n'existe plus qu'à travers des vestiges enfouis sous la terre. Ce n'est qu'après 2300 ans que réapparurent au grand jour le nom de ce roi, ainsi qu'une multitude d'objets de bronze, dont certains incrustés d'or et d'argent. La découverte dévoila en même temps ce que la période des royaumes combattants connaissait des techniques de fabrication du bronze. Cette tablette à la structure complexe repose sur 4 pieds figurant 2 cerfs et 2 biches, pattes repliées, qui soutiennent un socle de forme circulaire. Les figures de dragons et de phénix sont enchevêtrées. Les 4 dragons étirent leur long cou vers les 4 directions, chaque tête portant un coin du plateau carré. Il s'agit en fait d'un assemblage de pièces juxtaposées que l'on pourrait monter et démonter à sa guise. Voilà qu'un fauve vient d'attraper un faon. La posture courbée de l'animal forme un angle aigu afin de pouvoir maintenir debout 2 paravents pliables. Grâce à des charnières de bronze, les paravents pouvaient facilement se plier pour dégager de l'espace. Grâce à ces éléments en bronze, il était tout aussi facile de monter et de démonter les tentes. Et lorsqu'on voulait juste les plier rapidement, il suffisait de procéder à une simple manipulation. D'où venait donc cette habileté et cette créativité hors norme? En fin de compte, il n'est pas difficile d'imaginer que le roi Zuo, après avoir passé une vie à faire la guerre, ait eu envie, dans l'au-delà, de trouver un lieu paisible et protégé de tout trouble.